Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Merci d'être là, fidèle au poste. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors notre invité fil rouge ce matin, c'est Céline Lefebvre-Mille, auteure d'un blog, enfin auteur d'un livre même dans un premier temps, au titre percutant « Carcinome, ta mère ». C'est la retranscription de son blog, le blog que cette vantaise a tenu pendant toute la durée du traitement de son cancer du sein. Aujourd'hui elle va bien et c'est une femme qui profite de chaque instant de la vie avec émerveillement. Elle sera là pour nous délivrer ce message d'espoir. Et puis nous nous intéresserons aussi à votre santé, mais sous un autre volet. Nous vous emmènerons au bloc opératoire ce matin où la chirurgie assistée par robot gagne du terrain. Une technologie précieuse pour les chirurgiens et moins douloureuse pour les patients. Le CHU de Rennes est à la pointe en la matière et en particulier le professeur Karim Bensalah, chef du service d'urologie qui nous rejoindra dans un instant. Comme chaque semaine, nous donnerons également un coup de pouce à un projet 100% breton en recherche de financement. Et ce sera un coup de projecteur sur un breton qui n'a pas froid aux yeux. Hervé Lemaire est skipper. Plusieurs traversées de l'Atlantique au compteur. Et pour ce prochain défi, il traversera l'océan à la godille. Et oui, vous avez bien entendu, rien que ça. Alors pour mener à bien cette folle aventure, il fait appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Kengo. Enfin, nous vous emmènerons ce matin dans des lieux singuliers où fleurissent les légendes et les croyances. Dans le pays de Questembert et de Rochefort-en-Terre, les fontaines sont guérisseuses et des arbres sacrés. Notre guide sera Stéphane Batigne, auteur d'un livre sur ces lieux magiques. Voilà, bon début de matinée à vous. Merci d'être avec nous. Bonjour Céline Lefebvre-Mille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous venez de publier aux éditions Amalthée un livre qui s'intitule « Carcinome, ta mère », extrait du blog que vous teniez donc pendant les traitements de votre cancer du sein qui a été diagnostiqué en novembre 2015. C'est un message d'espoir que vous avez envie de nous donner ce matin. Alors, nous, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous quand même. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier d'abord. On va voir ce qui va sortir. C'est pas facile à ouvrir. Ah, Jean-Marie et moi. Jean-Marie et moi. Donc oui, donc Jean-Marie, c'est le, c'est le nom que j'ai donné à mon cancer. Voilà, on ne vous demandera pas pourquoi, non, on a une petite idée du côté de la voilà. politique, mais bon, voilà. Et c'est aussi le sous-titre de votre livre, oui. Carcinome, ta mère, qui s'appelle le sous-titre, ou Jean-Marie et moi. C'était important pour vous de le nommer, ce cancer ? Oui, je pense que c'était, ça faisait partie de mon process en tout cas, pour l'éliminer après, et puis le personnifier pour mieux l'éliminer. Exactement. Très bien. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. Là, c'est également deux mots qui devraient vous Octobre parler. Rose. Oui, alors Octobre Rose, il y a plusieurs significations. Enfin, c'est la vantaise, c'est la course contre les cancers féminins et notamment le cancer du sein. Je ne la cours pas, je la marche depuis 2011 et je l'ai faite comme tous les ans avec mes copines, avec ma famille maintenant, puisque ma mère, la fille aînée de mon mari et ma fille m'accompagnent aussi. Donc je l'avais faite en novembre 2015, en octobre 2015. Et donc on prenait des photos, c'est très gai, voilà, c'est très gai comme course, c'est beaucoup d'émotions. Donc on avait pris une photo et puis sur le Facebook de la vantaise, elles avaient repris la photo où j'étais avec mes amis. Et un mois après, on me diagnostiquait un cancer du sein. Ouais, vous ne saviez pas que sur cette photo, il y avait un invité supplémentaire qui n'était pas prévu, c'était le cancer. Voilà, ça c'était en 2015. Je l'ai faite quand même en 2016, après les soins. Ça a été beaucoup d'émotions. Je l'ai refaite encore cette année, dimanche dernier, en étant aussi là beaucoup plus sereine, avec une sérénité et puis entourée de toutes ces femmes. Alors Octobre Rose, c'est bien entendu une opération, ça fait 25 ans que ça existe. Et ça rappelle surtout l'importance du dépistage. Oui. C'est ça, cette opération Octobre Rose, c'est de rappeler aux femmes l'importance du dépistage. Alors, je vous propose justement qu'on fasse un petit point sur les chiffres du cancer du sein en Bretagne. C'est un état des lieux réalisé par Hélène Pélèche. Le cancer du sein reste le plus fréquent chez les femmes en Bretagne et aussi le plus meurtrier. Près de 3000 nouveaux cas sont déclarés chaque année, plus d'un cancer sur 3 chez les femmes. Selon les derniers chiffres fournis, 559 femmes en meurent chaque année.
Une situation plus favorable en Bretagne que pour l'ensemble de la France, à la fois en termes d'incidence et de mortalité. Dans une grande majorité des cas, le cancer du sein survient avant l'âge de 65 ans. Comme partout en France, un dépistage systématique gratuit est proposé tous les 2 ans à chaque femme de 50 à 74 ans. Il prend la forme d'un examen clinique des seins, la palpation, et d'une mammographie. En Bretagne, 61% des femmes concernées participent à ce dépistage. C'est mieux que la moyenne nationale, mais encore insuffisant. Une femme sur 3 n'y donne pas suite. Sur 1 millier de mammographies pratiquées, 7 permettent de diagnostiquer un cancer du sein, le plus souvent à un stade précoce et donc de bons, voire très bons diagnostics. Enfin, même s'il est rare, le cancer du sein peut aussi toucher les hommes, dans moins de 1% des cas. Une femme sur 3 ne donne pas suite au dépistage. C'est énorme. Ça vous... Ah oui, ça m'atterre. Et puis, comme je dis aussi, je le dis à toutes les femmes qui m'entourent, de se palper les seins, de vraiment le faire une fois, sous la douche. En plus, les médecins l'expliquent très bien, les sages-femmes ou les gynécos, même les médecins généralistes. C'est important. Et puis, il ne faut pas reculer devant ça. Et comme c'est très bien dit dans le reportage, pris à temps, ça se soigne. Très bonne chance bien sûr, de guérison, en fait, c'est ça. Alors vous aviez 42 ans quand votre gynécologue vous annonce la nouvelle. Oui. C'est un instant qu'on n'oublie pas. Comment vous la prenez, cette nouvelle? Alors en fait, ce qui s'était passé, c'est que 6 mois avant, j'avais justement, en palpant, trouvé que j'avais une boule que je ne connaissais pas. Et donc j'ai fait une mammographie, une écho. Et à l'écho, on a vu qu'il y avait quelque chose, et une biopsie qui n'a rien donné. Et 6 mois après, parce que je me suis dit, j'avais passé l'été, je voulais l'enlever. Donc ok, par contre, il fallait refaire une biopsie, et elle n'était pas bonne 6 mois après. Donc ça va. Il faut vraiment faire un suivi très très régulier. Ouais, ça va très vite. Et après c'est l'annonce, et là c'est... j'y étais allée toute seule parce que je ne pensais pas qu'il m'annoncerait ça. On voit ce qu'on veut bien voir aussi. Et quand il m'a dit les résultats sont pas bons, d'abord j'étais un peu seule, et puis après j'étais pas contente, en colère, et puis après faut rentrer chez soi, quoi. Faut rentrer chez soi, il faut l'annoncer à ses enfants, à son mari. Ça veut dire 4 façons différentes de digérer la nouvelle, entre les 3 enfants qui ont des âges... qui ont des âges différents, puisqu'ils avaient 15, 8 et 6. Donc forcément, ils ne l'abordent pas du tout de la même façon, quoi. Ma grande, avait des craintes parce qu'elle a des amis dont les mamans ont eu aussi un cancer du sein. Ma deuxième a eu très peur. Et puis le dernier, comme je le dis, lui, je pense qu'il est passé un petit peu à travers ça en pensant que sa mère était juste un super-héros. Mais tant mieux qu'il soit dans sa vie d'enfant, quoi. Je ne voulais pas que ça change ça. Et vous avez un mari qui vous a toujours soutenu également, toujours, bien sûr. Oui. Alors très vite, vous décidez de tenir un blog, en fait. Pourquoi? Alors, j'en avais parlé avec un copain, et puis je me disais aussi, ça va être compliqué d'informer tout le monde parce que je connaissais beaucoup de monde, et puis je pense que c'est pas facile, même pour l'entourage proche, de prendre des nouvelles parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber. Donc je me suis dit, avec le blog, mes bulletins de santé seront visibles que par mes proches, et ce sera chacun sera libre de le faire quand il veut, quoi. Oui, c'était un blog réservé aux plus proches. Et puis finalement, j'ai investi un peu tout cet espace-là en y mettant mes émotions aussi, puis mes états d'âme, quoi. C'était important. Pour moi, ça faisait partie de l'information de ma santé. Alors, vous racontez bien sûr l'importance de la bienveillance des équipes soignantes, et puis des moments très drôles aussi. En fait, on rit beaucoup à la lecture de votre récit. C'est ça qui est étonnant. C'était salvateur pour vous de faire sortir ces mots? Oui. Et puis, je fanfaronne pas non plus. C'est vraiment ce que je raconte. Je l'ai vraiment vécu. Et puis, c'est une façon, il y a la vie, et puis il y a faire un petit pas à côté
pour l'envisager autrement. Et puis, ouais, il y a des choses qui sont qui sont drôles, quoi. Il y a des événements un peu plus marquants, des moments que vous gardez vraiment comme importants. Oui. Alors, je passe l'annonce de la chimio et tout ça, c'est... Finalement, je pense que le plus dur, ça a été de perdre mes cheveux. Parce que j'avais les cheveux très longs. Je pense que ça a été le plus dur. Bien plus que finalement, quand on m'a enlevé le sein en avril. Parce que ça, j'étais prête, quoi. Je voulais, comme je dis dans le récit, virer le squat à Jean-Marie, quoi. Donc, s'il fallait virer le sein, voilà, on faisait, quoi. Finalement, le plus dur, ça a été de perdre mes cheveux. Et alors, vous racontez également les pistes que vous avez explorées pour limiter les effets secondaires du traitement. Et ça, c'est important pour vous? Oui, ça a été important. L'acupuncture. Ouais. Enfin, voilà, en tout cas, avec ça a vraiment bien fonctionné. J'ai eu des effets secondaires, oui, grosse fatigue, mais finalement, j'ai pas été malade. Enfin, ça a limité tout ça. Le sport, j'ai toujours fait du sport. Alors, adapté, hein, bien sûr, parce qu'on récupère pas toute l'amplitude de son bras tout de suite. Et puis, je dirais vivre une vie normale dans un parcours comme celui-là. Ouais. Moi, mon curseur, c'était emmener mes enfants à l'école. C'était être capable de faire ça. Et puis, et vous avez toujours réussi. Oui, continuer à voir mes amis dans une vie normale. Alors on évoquera, bien entendu, vous restez avec nous, le fait que vous soyez passé du blog à la publication d'un livre. On va en parler dans un instant. On va rester dans le domaine de la santé, Céline, puisqu'on va évoquer une technologie qui est née il y a une dizaine d'années et qui fait désormais partie de l'arsenal chirurgical. Il s'agit de la chirurgie assistée par robot. Elle a plein d'avantages. On va les détailler dans un instant avec un pionnier en la matière, le professeur Karim Ben Salah du CHU de Rennes. Mais en 2013, il avait réalisé un véritable exploit, l'ablation d'un rein par une seule petite incision au niveau du nombril. C'était alors une première en Europe. Hélène Pédèche et Jean-Michel Piron l'avaient suivi. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus sensibles. Chez cette patiente, une petite tumeur a été diagnostiquée sur le rein gauche. Il s'agit donc de le retirer en pratiquant une néphrectomie, une ablation du rein. Dans le cadre d'une chirurgie ouverte, il aurait fallu inciser sur 12 à 15 cm entre deux côtes. Donc là, on va faire une incision en arc de cercle dans l'ombilic, sur la partie supérieure. Dans le cas précis, l'ouverture réalisée autour du nombril ne dépasse pas 2 cm. Grâce à cette toute petite incision, le chirurgien a introduit ce trocar qui comporte 4 petits orifices. Dans l'un est positionnée la caméra et dans les 3 autres, les canules, où sont passés les instruments. Le trocar et la caméra positionnés, l'abdomen est gonflé pour améliorer la visibilité. Le chirurgien prend alors place aux commandes du robot. En temps réel, la machine reproduit ses gestes, l'image est rendue en 3D. Lentement, le robot isole, puis dissèque le rein, tandis que l'assistant et l'infirmier instrumentiste, restés auprès de la patiente, se chargent de certains gestes. Voilà, plus au-dessus, voilà, parfait. Oui. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un sur le champ, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, on doit en urgence passer de la console jusque sur le patient. Et puis, à l'heure actuelle, le robot ne peut pas tout faire. On a besoin d'un assistant, d'abord pour insérer et retirer les instruments du robot, mais vous voyez, pour insérer des clips, pour aspirer régulièrement, pour exposer. On a fait un sac de 15. Au bout de 2 heures, le rein malade est extrait par la boutonnière. Opération réussie pour cette première mondiale, première d'une longue série tant les robots ont ces dernières années envahi les blocs opératoires. La patiente, elle, a pu quitter l'hôpital 3 jours après l'opération. Les suites ont été moins douloureuses qu'en chirurgie ouverte et sa cicatrice devrait rester discrète. Nous allons aller plus loin sur la chirurgie assistée par robot avec le professeur Karim Ben Salah. Bonjour professeur. Bonjour Laurence. Vous êtes le chef du service d'urologie au CHU de Rennes, on l'a dit. Cette opération, qui constituait une première à l'époque, vous l'avez réalisée il y a 4 ans. Depuis, ce type d'intervention s'est quand même pas mal multiplié. Combien en pratiquez-vous chaque année à peu près ? Au CHU, oui. à Rennes, 300, enfin tout. Oui. Il n'y a pas que
moi qui fais ces opérations au CHU, hein, il y a de multiples équipes qui utilisent le robot maintenant. Et c'est environ, ça dépend des années, entre 300 et 350 par an. Oui, donc ça commence à être conséquent, ça fait à peu près 2500 patients. Oui, depuis que alors le CHU s'est doté du robot en 2010, donc effectivement, on commence, enfin c'est devenu la routine maintenant. Oui, la routine, on va dire ça. Oui. Est-ce que c'est applicable à tout type d'intervention? Non, alors pour l'instant non. Clairement, c'est des machines qui sont apparues il y a 10-15 ans, hein, et puis qui se sont révélées plus adaptées pour un certain type d'intervention. C'est pour ça que les urologues ont été les pionniers, parce qu'on opérait beaucoup la prostate. La prostate, c'est un petit organe qui est au fond du bassin, dans un endroit assez limité, et les robots étaient parfaits pour aller opérer dans cet endroit-là. Et puis, au fur et à mesure des progrès, parce que les machines évoluent, on en est à la 4e, 5e génération, et au fur et à mesure que, je dirais, peut-être les chirurgiens rajeunissaient, de nouveaux chirurgiens arrivaient, eh bien, de plus en plus de spécialités s'en sont saisies et l'ont adapté à leurs interventions quotidiennes. On est dans l'ultra-précision, hein, bien entendu. Quels sont les avantages pour vous, praticiens? Alors, pour nous, praticiens, il faut voir que ça a révolutionné la chirurgie. C'est-à-dire que le chirurgien, comme vous avez vu dans le reportage, n'est plus au contact du patient. Hein. En fait, on télémanipule. Alors là, il faut bien préciser quand même que ce n'est pas le robot qui opère, c'est toujours le chirurgien qui transmet ses gestes à la machine et qui les reproduit avec une très belle précision. Les avantages pour le chirurgien, c'est d'abord qu'on voit très bien. On voit parfaitement, on voit en 3 dimensions. On a redécouvert l'intérieur de l'homme. C'est un peu comme si on avait survolé en hélicoptère une ville et maintenant on se promène dans la ville. On voit des numéros de plaques, des choses, des détails qu'on ne connaissait pas. C'est le Google Earth du corps humain. Exactement. Et puis après, les gestes sont beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. On peut faire des gestes dans toutes les directions, en 3 dimensions. Et puis, c'est confortable. Vous avez vu, on est assis à une console. C'est moins fatigant que vous n'êtes plus au-dessus du patient, vous êtes sur le côté en train de manipuler le robot. Ça a changé toute l'ergonomie, finalement, même de la salle d'opération, quasiment. Exactement, tout à fait. C'est une vraie révolution, effectivement. Oui. Alors, au niveau du patient, quels sont les avantages pour lui également parce que... Au niveau du patient, ce sont les avantages de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'il y a moins d'agression. Vous avez vu, on insère les instruments par des petits trous, des petites incisions, et ça fait que le patient reste moins longtemps à l'hôpital. Il y a souvent moins de complications. Il reprend plus rapidement ses activités et ça fait moins mal. Et l'arrivée de ces robots, c'est accompagné de tout un changement de philosophie. Maintenant, on ne garde plus les patients à l'hôpital. On essaye de les faire rentrer à la maison le plus vite possible. Pas forcément pour faire des économies, mais parce que c'est mieux de rentrer à la maison dès que l'on peut. C'est mieux, les gens sont toujours mieux dans leur environnement. Et ce qu'on appelle la récupération rapide. Et la chirurgie, avec le robot, n'en est qu'une des composantes. Voilà. D'accord. Alors, vous allez vous équiper de plus en plus, bien sûr, de nouveaux robots. J'imagine que c'est un sacré budget. Ah, oui. Ça, c'est là que le bas blesse. Hein. Ce sont des machines qui coûtent très cher. Donc, c'est un véritable investissement pour le système de santé, pour les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Mais qui est sans doute compensé, finalement, par la réduction de la durée d'hospitalisation. Tout à fait. Alors ça, en France, en tout cas, ce sont des bénéfices, des avantages qui sont difficiles à montrer. Ce sont des bénéfices indirects. On sait qu'ils sont là. Maintenant, les quantifier, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, ça reste, oui, un investissement conséquent. Quels sont les projets, vos espoirs pour l'avenir, justement, dans l'évolution de cette technologie? Est-ce qu'on peut attendre encore des améliorations? Ah, bien sûr, oui. Alors, je dirais les projets les espoirs sont infinis. Hein. Les progrès qui se font sont quotidiens. Tous les ans, on nous annonce de nouveaux types d'instruments, toujours plus petits, toujours plus maniables, toujours plus performants. Et puis, il y a l'environnement aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de réalité augmentée dans la vie de tous les jours. Eh bien, ça arrive au bloc opératoire. Hein. Bientôt, on pourra superposer les images des organes, les images des tumeurs
qui ont été repérées par les scanners, les IRM avant l'intervention, et superposer ça sur ce qu'on voit dans la console, et tout ça pour rendre la chirurgie plus efficace et puis surtout pour le plus grand bien des patients. Merci beaucoup, professeur Karim Ben Salah. Je vous voyais justement écouter avec beaucoup d'attention. Parce que vous-même, vous avez eu affaire à la chirurgie, bien sûr. Bien sûr, il y a eu une reconstruction mammaire qui a été pratiquée sur vous cet été. Ouais. Quel est votre regard justement sur la performance de cette chirurgie? Moi, je suis bluffée. Ma technique de reconstruction est un grand dorsal. Et alors, je partais avec plein de clichés, parce que je me suis dit, je vais avoir mal au dos, j'ai une cicatrice, et puis j'en ai parlé avec mon chirurgien, qui a dédramatisé tout ça. Et voilà, encore une fois, la prise en charge, la bienveillance, c'est ce que vous disiez sur le fait que le patient reparte chez lui, et c'est une guérison plus rapide. Oui, ça, moi, je partage complètement. On est moins malade chez soi, finalement, que quand on est à l'hôpital, parce qu'on est aussi voilà, on est dans sa chambre, on ne bouge pas trop, et je trouve que chez soi, c'est... On est dans son environnement, et du coup, on guérit autrement et certainement plus vite. Ouais. Alors vous, cet été a été bien chargé justement entre cette opération et puis le 21 juin dernier, la publication du livre extrait de votre blog. Pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce qu'on vous a poussé à le faire? Oui. Est-ce que vous avez... Ah, on vous a poussé. Oui. Enfin, on m'a poussé. Oui. Enfin, on m'a sous-milité en fait avec mes amis dont je parle dans le blog. Une d'entre elles me dit, mais pourquoi tu ne fais pas publier? Alors moi, je me dis, bah non, qui va s'intéresser aux pérégrinations, comme je dis, d'une quadrant en cancérie. Enfin, il y en a plein, voilà, il y a plein de femmes. Il y a eu... Et puis, l'une d'entre elles disait, oui, mais bon, ta vision est différente. Il y a peut-être des femmes qui aimeraient, ou qui auraient aimé qu'on leur en parle, ou comme ça, enfin, de cette façon-là. Avec la vision que moi j'ai pu en voir. Encore une fois, c'est un récit intime, hein, donc mon récit n'est pas celui des autres femmes. Hein, ça, c'est... Et donc voilà, donc je l'ai envoyé dans une maison d'édition, puis ça a marché. Ça a marché. Ouais. Ça a tout de suite marché, ça s'appelle Carcinome ta mère, ou Jean-Marie et moi, bien sûr, le sous-titre aux éditions Amalté. Ce qui surprend, c'est la sincérité. Vous n'avez rien retouché, en fait, du blog. Non, alors... Ce qui fait ça aussi, donc c'est pas un journal intime non plus, c'est vraiment un journal de bord. Voilà, c'est ça. En fait, j'écrivais dans des carnets où là j'ai écrit des choses intimes aussi, mais dont je voulais pas les partager avec mes proches. Il y a des choses que je voulais pas qu'ils sachent forcément. On a quand même vraiment l'impression d'être avec vous dans votre intimité, très franchement. Par contre, oui. Après, il a été écrit tous les jours, et ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui, enfin, quand on le lit, c'est l'immédiateté. C'est le fait de l'avoir écrit sous l'impulsion de l'émotion. Enfin, en tout cas, au moment où ça a été écrit, c'est plein de vérité. En tout cas, celle de l'instant. On sent de la colère, on sent, on sent l'envie de vivre aussi, énormément dans ce livre. Ah oui, c'est toujours ce qui m'a apporté, avoir une... Il y a un escalier, et puis il y a une marche au-dessus, quoi, avec d'autres choses qui sont belles. Je dis souvent ça, je dis que le monde est vaste au-delà des brumes, quoi. Là, voilà, il y a toujours quelque chose de bien, en sortir grandi. Alors aujourd'hui, vous allez mieux, mais vous continuez à porter ce livre. En fait, est-ce qu'il vous sert un peu d'étendard, on va dire, pour aller vers d'autres femmes et leur dire il y a de l'espoir? Oui. C'est pas parce que vous avez un cancer du sein que tout est perdu, quoi, en fait. Alors, moi, la chance que j'ai eue aussi, c'est d'être très entourée. Ma famille, donc mes enfants, mon mari et mes amis, quoi. Je pense que ça aurait été très compliqué, toute seule dans mon coin. Donc, voilà, pour ça, il y a des associations qui existent, et heureusement qu'elles sont là. Après... Aujourd'hui, ce qui me plaît avec ce récit, c'est de rencontrer plein de personnes, des gens qui sont malades, pardon, des gens qui ne sont pas malades, mais qui ont quelqu'un de leur entourage qui l'est. Je me rappelle une dame qui dit je vais acheter votre livre parce que
voilà, j'ai quelqu'un proche de moi qui a ce cancer et parfois je ne sais pas comment faire ou quoi lui dire. Est-ce que je vais trouver des réponses? Alors je ne sais pas, mais peut-être, oui. Enfin, en tout cas, une façon d'envisager les choses autrement. Et puis le personnel soignant aussi, qui parfois a cet œil très technique. Moi, je me rappelle de mon chirurgien qui disait, vous savez, moi, je suis qu'un chirurgien et le ressenti, le vécu intime dans une chimio, où je ne sais pas ce que c'est. Donc, votre témoignage, il m'aide aussi à ça, quoi. À être autrement, dans la prise en charge, dans ce que j'appelle, moi, la bienveillance médicale, en fait. Ce que mettent aussi en place tous les médecins, parce qu'ils sont voilà, dans leur rôle de médecins, et puis à côté, ils s'entourent avec des gens qui interviennent sur d'autres points. Il y a des infirmières d'annonce, il y a des psychologues, des diététiciens, Oui, c'est toute une chaîne de bienveillance finalement. Vous, professeur Bensalah, c'est vraiment une dimension que vous prenez en compte quand vous opérez quelqu'un? Cette bienveillance, est-ce que vous avez le temps de le faire? Vous êtes plus dans la technique peut-être à ce moment-là, mais est-ce que vraiment les choses bougent? Alors pas du tout. Moi je pense, moi je m'occupe aussi beaucoup de patients qui ont des cancers, hein, c'est mon activité principale. Et on ne peut pas réduire le chirurgien à un acte technique. On fait le plus beau métier du monde. Moi, je suis très content de vous avoir rencontré, de vous avoir croisé. Hein, c'est les hasards de la vie qui font ça. Je suis quelqu'un d'assez pudique, hein, mais je regardais, je feuilletais votre livre tout à l'heure, je voyais vos photos, puis je vais m'en aller dans 2 minutes, donc je ne vous reverrai pas, enfin je ne pense pas. Donc en tout cas, je voulais vous dire que je vous trouve très belle. Que vous avez, malgré l'épreuve que vous avez traversée et tout ce que vous avez pu vivre, on voit bien que vous en êtes ressortie différente. Vous disiez grandi tout à l'heure, vous en êtes ressortie différente et vous avez su l'exprimer, prendre le recul qu'il faut par rapport à ça. Et voilà, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre que continuer comme ça. Merci. Et vous avez fait vôtre, d'ailleurs, Céline, la phrase de Confucius qui dit « On n'a que 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une ». Et oui. C'est ça. Donc oui, je dis souvent ça, carpe diem. Chaque jour est une fête. Enfin, en tout cas, voilà. Faire en sorte que ça le soit. Est-ce que vous allez reprendre la plume, finalement? Ce n'est pas votre métier premier, mais est-ce que ça vous a donné envie de continuer à écrire? J'ai toujours écrit, plus ou moins, dans des carnets. J'en ai toujours plein dans mon sac, sur mon bureau, ou des petits papiers. Oui, j'ai très envie. Je vous disais, voilà, je rencontre beaucoup de femmes. Elles me parlent, elles sont malades ou pas malades. Et je me dis... Bon, alors, moi, je prends tout ça comme un cadeau, quoi. Alors, je ne me sens pas investie d'une mission ou quoi que ce soit, mais si j'avais un sujet à traiter, ça serait vraiment de parler des femmes, parce que je les trouve remarquables, quoi. Je trouve les hommes remarquables aussi. Mais dans un combat ou dans la vie, elles sont multiples et je les trouve formidables. Et je dis aussi souvent ça, malgré tout... ce qui a pu se passer, la maladie ou autre chose, je suis très contente d'être une femme. Parfait. Mais écoutez, le message est passé. En plus du message de dépistage, qu'on ne répétera jamais assez, on va le répéter encore tout au long de cette émission. Vous restez avec nous, Céline. On aime bien dans l'émission faire la part belle à celles et ceux qui font notre région, vous le savez, rencontrer ces Bretons portés par leurs projets parfois étonnants. Et là, c'est le cas avec Hervé Lemaire. Il est skipper et il s'apprête à traverser l'Atlantique, tenez-vous bien, à la Godille. Eh bien oui, il va venir nous présenter son projet tout de suite. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous êtes skipper professionnel depuis 1989. Vous êtes un habitué de la traversée de l'Atlantique. Vous l'avez fait combien? 21 fois? 21 traversées de l'Atlantique, oui. 21 traversées de l'Atlantique. Et vous n'en avez pas fini. Vous allez réitérer cet exploit, mais alors cette fois-ci différemment. Vous n'avez pas froid aux yeux. De quelle façon? Eh bien, voilà, je veux tenter la traversée de l'Atlantique, la réaliser, j'espère bien, à la Godille. Que la Godille, c'est... Alors, la Godille, rappelons ce que c'est pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas. La Godille, c'est une rame qu'on met à l'arrière du bateau, dans un trou de godille.
et on lui fait une torsion qui est un mouvement de 8 qui fait que la pale pousse l'eau de part et d'autre. Et on avance comme ça. C'est un art ancestral breton. Alors, ça a été fait il y a très longtemps avec Gérard Daboville à la rame. Oui, on se souvient. Voilà. Après, il y a eu énormément de rameurs qui l'ont fait aussi, d'ailleurs, avec des courses qui ont été organisées. Voilà, des rameurs, il y en a énormément qui ont traversé. La godille, c'est aussi puissant que la rame. C'est très différent, très différent. En termes de sensation. Oui, à tout niveau, c'est très différent. Mais voilà, enfin moi je veux redorer en tout cas la godille. Et c'est pas du tout, c'est pas un doux rêve que de traverser, sachant que je vais godiller que le tiers du temps. Alors le reste du temps, le bateau, il suit une dérive, qui est une dérive puisque je pars dans les alizés, hein, je pars des Canaries jusqu'en Martinique. C'est une dérive qui se fait avec les courants et le vent aussi qui sont porteurs et qui m'amènent vers la Martinique. C'est très écologique tout ça. Ah, c'est très écologique. Là, c'est 100% écologique. Ça, c'est certain. Moi, je vais juste avoir un petit peu d'énergie solaire pour avoir quelques matériels de navigation. Mais effectivement, c'est totalement écologique. Et c'est aussi... la plupart des bateaux, j'espère bien demain, dans le nautisme, qui sont des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 7 mètres, auront une godille à bord. Parce qu'effectivement, un problème de moteur, ou juste pour le plaisir, parce que c'est un sport à part entière, on fait marcher les bras, les jambes, la colonne vertébrale, c'est très symétrique. C'est vraiment quelque chose qui est... moi, c'est ce que je préfère en tant que sport, en tout cas. C'est marrant. En tant que discipline. En tant que discipline. Alors, pourquoi ce défi? Dites-nous tout. Alors, moi, c'est m'est venu... avant, je faisais de la course. Donc, sur la Mini Transat en 97, on a eu justement une bulle anticyclonique dans les alizés qui ont fait que pendant 15 jours, il n'y avait pas du tout de vent. La mer était d'huile. Et donc, j'avançais pas. Et j'avais une godille à bord. Et finalement, pour passer mon temps, j'ai godillé. Je me suis rendu compte que je godillais, que je pouvais godiller des heures et qu'en plus, ça me faisait bien avancer. Vous vous êtes dit... Alors, avec un bateau qui n'était pas prévu pour ça. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, un jour, ça me tenterait de le faire. Et puis voilà, il est arrivé il y a 1 an et demi, j'ai mis ça sur le tapis. Et vous avez conçu un bateau tout spécialement pour cette aventure, du coup. Voilà, j'ai conçu le bateau pour cette aventure. J'ai conçu aussi les godilles pour cette aventure. Elles ont quelle particularité, justement, ces godilles et ce bateau également? Alors, à la base, donc j'ai fait des godilles en composite en 2 parties, parce que je voulais que les godilles puissent se démonter et rentrer dans la cabine. Donc, je ne voulais pas que les godilles soient à l'extérieur du bateau. C'était la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est que je voulais que ces godilles ne pèsent pas trop lourd. Et puis, je suis parti aussi Je me suis dit, de toute façon, dans les skis, moi, mon père était chasseur alpin. Quand j'étais gamin, on avait des skis en bois, et quand on voit les skis qu'il y a maintenant, c'est plus du tout pareil. Donc c'est vrai qu'au début, les godilleurs, parce qu'il y a plein de grands godilleurs bretons, ils y croyaient pas trop en disant non, il n'y a quand même que le bois qui peut, qui a la flexibilité, enfin tout pour une godille. Et là, je leur ai prouvé que pas du tout. Maintenant, avec des godilles composites, c'est ça qu'il fallait que j'embarque. Que vous embarquiez. Alors, vous allez partir en décembre, des Canaries, direction la Martinique. Est-ce que vous vous fixiez un délai pour faire cette traversée? Ou pas du tout? Vous vous dites, on verra bien Non, disons que je me suis fixé ce qui est possible. Donc, un délai minimal qui est de 50 jours. Après, le maximal, disons que je peux mettre jusque 80 jours. Oui, mais bon, peu importe, à la limite. Ce qui compte, c'est le défi. J'aurai les vivres et tout ça. Oui. Vous avez prévu jusqu'à 80 jours. L'histoire, déjà, il y a un grand point sur la sécurité. Voilà, donc ça, je préfère perdre un petit peu de vitesse, mais d'être sûr que
Enfin, j'aurais pas de problème. Vous n'êtes pas un casse-cou, hein, c'est important de le préciser. Voilà. Vous êtes quelqu'un de non, raisonnable, vous savez voilà, ce que vous faites. je suis skipper professionnel. Ouais. Mon histoire, c'est pas de me casser la figure sur l'Atlantique. Et d'ailleurs, voilà, le bateau, il est auto-redressable. Là, ce que vous voyez sur les images, c'est le bateau dans sa version godilleur des ports, c'est-à-dire que j'avais un grand cockpit et donc j'apprenais, enfin les gens, je pouvais avoir 4-5 personnes dans le cockpit et j'apprenais à godiller aux gens sur quelques manifestations bretonnes. Mais maintenant, le cockpit, il est tout petit, j'ai juste mes jambes, voilà, je peux juste mettre mes jambes. Après, tout le reste, il y a des ballasts à l'arrière, enfin c'est couvert. Le bateau, il est sûr aujourd'hui, oui. Et insubmersible. C'est sécurisé. Alors, le parrain de votre bateau, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez le soutien de beaucoup de monde, mais vous avez quand même besoin de lancer un appel au financement participatif. Vous attendez 8 000 € en tout. Vous êtes déjà presque la moitié, 40% déjà collectés. Il reste 20 jours pour le collectage de cette somme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur donner envie de vous aider? À quoi va servir cet argent, au fond? Cet argent, c'est 8 000 € qui sont vraiment pour toute la logistique course. Enfin, les derniers équipements dont j'ai besoin, et vraiment tout ce qui est logistique course, à savoir que on va partir avec la voiture, le bateau sur remorque, on descend à Cadiz. À Cadiz, on prend un ferry qui nous envoie jusqu'à Tenerife. Ça va durer 49 heures précisément, cette traversée, cette croisière même. Mais bon, on arrive à Tenerife, après on reprend un ferry pour Hierro. Et puis après, pendant une quinzaine de jours, il va y avoir des essais en mer. Voilà, il y a des images aussi qui vont être tournées. Donc pour financer tout ça, évidemment, oui, j'ai besoin de... Ouais. Alors, vous leur promettez une contrepartie à ces donateurs. Dites-nous laquelle. Les contreparties, c'est bon, on a des t-shirts, on a des très jolies affiches. On a aussi des éléphants que je colle sur la coque qui sont numérotés. Voilà. Ça, parce que vous avez été marqué par un voyage en Afrique, me semble-t-il, hein, c'est ça? Oui, puis l'éléphant, c'est mon animal fétiche. Et il est vrai que en 97, j'avais fait une décoration sur mon mini transat qui était un batik africain. Et je m'étais retrouvé quasiment un mois avant le départ, sans avoir justement l'argent pour financer l'inscription de course. Et bon, il me manquait un peu de sous. Et c'est un ami qui m'a dit « Pourquoi tu ne mets pas des numéros et tu les vends, tes éléphants ?» Et donc j'ai dit l'éléphant sur l'Atlantique. Et les gens, il y avait plein de gens qui m'ont acheté les éléphants parce que ça leur parlait. Voilà. C'est un peu votre gris-gris. C'est ça. Un petit gris-gris. Bon, voilà. Écoutez, si vous souhaitez aider Hervé Lemairer, allez sur la page Kengo de ce projet, l'Atlantique à la Godille. Merci beaucoup, Hervé Lemairer. Merci. On a tous des gris-gris, n'est-ce pas, Céline? Vous en avez, vous aussi. Je vous propose maintenant, justement, de nous pencher sur les arbres sacrés et les croyances populaires. C'est un reportage de Sylvain Saliou et de Thierry Boudy. L'arbre est couché. Il pourrit tranquillement depuis sa chute. Il a été contaminé par un champignon et Saint-Élo, le saint protecteur de la commune, n'a pas pu le sauver. Depuis, personne n'a voulu l'abattre. Le chêne mort reste sacré. Il est vénéré comme avant lors de la Troménie, le pardon de Landelot. Le jour de la Troménie, chacun prend un petit morceau d'écorce qu'il essaye de couper correctement, un petit morceau comme ça, à la rigueur. Pas plus grand, parce que autrement, il n'y en aurait pas pour tout le monde, depuis le temps. Un petit morceau comme ça, qu'il garde chez lui, ou enfin, comme il veut, et c'est le vrai porte-bonheur. La Troménie est une procession circulaire de 14 km, 3 tours dans le sens du soleil. On sort les reliques, les bannières. À Landelot, elle a lieu le dimanche de la Pentecôte. 200 personnes y participent encore chaque année. La tradition et les croyances se transmettent de génération en génération. J'ai entendu, c'est ma mère qui parlait de ça aussi, elle me disait qu'à la guerre de 14, quand les gars ont été mobilisés, ils sont partis à la guerre de 14, il y en a beaucoup qui sont venus ici et qui ont pris un morceau d'écorce. Ça m'a énormément touchée quand quelqu'un a pris un bout d'écorce pour ma fille, pour passer son bac. Là, j'ai compris le sens, en fait. Parce que je ne suis pas superstitieuse, mais je suis sensible, comme beaucoup de gens, à l'attention que les uns ont pour les autres, en fait. C'est un signe de, oui, c'est ça, de solidarité communautaire. La légende raconte que Saint-Élo, poursuivi par des chiens, s'était réfugié dans cet arbre ou dans un autre. Qu'importe.
Aujourd'hui, le chêne protégerait de tous les maux. Vous allez en faire quoi de celui-là? Je vais le garder, à moins que je vous l'offre, si vous le voulez. On n'a pas refusé, on a pris l'écorce et on espère qu'elle nous portera bonheur. Je crois qu'elle a vraiment porté bonheur à Sylvaine Saliou et à Thierry Bouilly, cette écorce. Les légendes et les croyances, la Bretagne, vous savez, bien sûr en regorge. Alors nous quittons le Finistère où nous étions pour le Morbihan, une terre qui abrite elle aussi des lieux magiques, bien entendu. On voit tout cela avec Stéphane Batting que nous recevons tout de suite. Il est auteur et éditeur. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes éditeur et auteur du livre Lieux de légende et de croyances dans le pays de Questembert et de Rochefort-en-Terre. Comment est né cet ouvrage, dites-nous? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous plonger dans toutes ces légendes? Oui, je pense qu'au début, il y a la curiosité. Je me suis installé à Questembert avec ma famille en 2012. Et vous n'êtes pas breton d'origine, hein. C'est un choix. Non, donc, de ma femme est vantaise et on a fait le choix de s'installer dans la région de Vannes, après avoir vécu longtemps à l'étranger. Et je pense que comme à chaque fois qu'on s'installe quelque part, il y a une phase d'exploration, de découverte, enfin d'appropriation des lieux, des modes de vie, des coutumes. Donc j'ai été très, impliqué dans cette phase au début. Et il y a un lieu, un site qui m'a beaucoup intrigué. C'était un arbre, on vient de voir un reportage sur un arbre. Il y en a un qui est un petit peu différent à Questembert, mais qui est intéressant parce qu'on trouve toute une série, enfin un grand nombre de morceaux de tissu, de morceaux de vêtements qui sont accrochés sur le tronc. Alors moi, ça m'intriguait beaucoup, je me suis renseigné, d'abord dans les archives, dans des livres, etc. Puis ensuite, je suis allé voir les gens. Ça a été une façon aussi de rentrer en contact avec les gens et ça a été des expériences vraiment intéressantes parce qu'il y a des gens qui, avec beaucoup de générosité, m'ont guidé, m'ont conseillé, m'ont emmené même dans des lieux, dans des endroits assez inaccessibles et ça a été vraiment moteur pour moi. Donc ça faisait partie de votre processus d'enracinement, mais en même temps, vous avez découvert qu'il y avait incroyablement, il y avait un nombre incroyable de légendes. Vous avez recensé 100 lieux sacrés, ou en tout cas porteurs de légendes, dans le pays de Questembert. C'est incroyable quand même. Alors, il y en a sans doute plus que ça, mais il a fallu faire des choix. J'ai classé ça en plusieurs thèmes. Il y a d'abord les pierres, que ce soit des mégalithes ou des pierres à bassin, qui sont souvent très anciennes, alors qui datent du néolithique ou de la période celtique. Dans le pays de Questembert, il n'y en a plus beaucoup, mais on en voit à l'écran. On a quelques arbres, on a beaucoup de fontaines par contre, alors beaucoup de fontaines guérisseuses, miraculeuses, dont on vient chercher de l'eau pour se soigner les yeux, pour favoriser les cultures, des choses comme ça. Et puis il y a un certain nombre de lieux qui sont plus ou moins liés à la religion, alors des croix, des tombeaux, des chapelles, beaucoup de légendes autour de ça. Et vous avez classé tout ça par chapitre dans votre livre. Oui, pour donner une structure. Ouais. Et tout en l'illustrant, bien sûr. On va s'attarder sur quelques lieux, vous allez nous raconter des petites anecdotes. Le tombeau du Père Mulot, alors quelle est cette histoire? Alors c'est intéressant cet endroit parce que je vais vous raconter ça rapidement parce que c'est une longue histoire. Le Père Mulot était un missionnaire du XVIIIe siècle qui est venu prêcher à Questembert et malheureusement pendant son séjour il s'est blessé au pied, il a contracté le tétanos et il est décédé quelques jours plus tard. Mais entre-temps il a demandé que son corps soit enterré en dehors de l'église parce qu'à l'époque les gens se faisaient enterrer soit dans l'église soit aux abords immédiats de l'église. Donc lui voulait encourager les gens à se faire enterrer en dehors. Donc il a demandé à être enterré à côté d'une chapelle, la chapelle Saint-Michel, qui est un petit peu à l'écart. Et c'est devenu le premier tombeau de ce nouveau cimetière.
Et ce tombeau est un monument en pierre très travaillé avec beaucoup de sculptures, etc. Et assez rapidement, en fait, la population s'est approprié le tombeau pour en faire une sorte de lieu de culte. Alors c'est une sorte de saint populaire, bien sûr pas reconnu par Rome, mais comme il y en existe beaucoup en Bretagne. Et la pratique, c'est qu'on amène les enfants, les jeunes enfants qui ont des problèmes de marche, qui tardent à marcher, on les amène sur le tombeau, on les pose dessus, ou on les fait tourner autour. Et c'est une pratique qui est encore, alors peut-être pas aujourd'hui, je ne l'ai pas constaté personnellement, mais assez récemment, ça se faisait encore. Voilà. Alors il y a également un autre lieu, une autre légende, la fontaine Saint-Clair à Limerzel, une fontaine au pouvoir magique selon la légende, vous y croyez? Je crois en tout cas que beaucoup de gens y croient, ouais. Parce qu'on peut le voir, on peut voir des gens... pendant le pardon, à l'occasion du pardon annuel, mais même en dehors, des gens qui vont se rincer les yeux, s'humecter les yeux avec cette eau, parce qu'elle est prétendument guérisseuse des maladies oculaires. Voilà, alors c'est lié à la légende de Saint-Clair, qui était le premier évêque de Nantes qui serait venu sur les lieux. Et voilà. Mais ce qui est intéressant avec les fontaines, c'est qu'elles sont probablement liées à une christianisation de pratiques qui sont païennes, pré-chrétiennes, donc des pratiques qui remontent à des millénaires sans doute, et que l'Église s'est appropriée pour conserver le contrôle sur ces lieux, quoi. Voilà. Et puis, il y a une petite histoire pour la fin, celle du souterrain du château de Rochefort-en-Terre. Il aurait abrité... Oui, qui aurait sans doute abrité Naya, une dame qu'on prétendait sorcière à la fin du 19e siècle. On a peu de sources sur elle, mais j'ai publié aussi un petit livre sur elle, écrit par Charles Géniaud. Et donc c'était un personnage un peu emblématique de Rochefort et qui est tout à fait mystérieuse et... Voilà, intéressante de ce point de vue-là. Tout un tas d'histoires à découvrir dans votre livre. On rappelle le titre, Lieu de légende et de croyance dans le pays de Questembert et de Rochefort-en-Terre. Alors vous êtes aussi éditeur, Stéphane Batting, et votre actualité, c'est un roman historique qui s'appelle Les frontières liquides de Jérôme Nédélec. Il nous emmène où? Au 9e siècle, c'est ça? À la fin du 9e siècle, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, une période qui est assez méconnue, mais qui est très intéressante du point de vue historique, parce que c'est le moment où... les deux comtés de Vannes et de Rennes ont été unifiés par Alain le Grand suite à une bataille contre les Vikings. Et à cette époque-là, les Vikings étaient basés dans la région de Nantes et essayaient d'envahir la Bretagne. Et ce que raconte Jérôme Nédélec et son roman, c'est ce combat. Donc il l'a placé sur les rives de la Vilaine, à Rieux, au sud, à côté de Redon. C'est une bataille qu'on appelle la bataille de Questembert, mais on ne sait pas exactement où elle a eu lieu. Et Jérôme Nédélec a vraiment des bases historiques solides, donc c'est vraiment très documenté, très juste au niveau historique, même si on a assez peu d'informations finalement, mais à partir de là, il bâtit une histoire romanesque avec des personnages, c'est haut en couleurs, il y a de l'action, il y a des rebondissements, enfin c'est un gros roman historique populaire, vraiment qui se lit très facilement, mais qui éclaire une période assez méconnue. Merci beaucoup Stéphane Batting d'être venu nous faire rêver et nous intriguer. Merci à vous. Je vous voyais intriguée également, Céline. Mille, vous croyez, vous, aux légendes, au côté sacré de certaines choses? Je pense que je ne les comprends pas, en fait. Après, je trouve ça fascinant. Je pense que ce qui me fascine d'autant plus, ce sont les gens qui vont et qui vont en pèlerinage. Moi, j'avais une grand-mère qui était comme ça aussi, et donc je regardais tout ça un peu médusé, sans forcément comprendre. S'il y a un mot aujourd'hui qui vous représente le mieux, lequel pourrait-il être? L'émerveillement. L'émerveillement? Oui, faire que chaque jour soit comme une première fois, enfin, où chaque événement, prendre les choses comme une première fois et être une éternelle débutante, mais pas dans le sens de l'émerveillement, pas dans... Voilà, toujours recommencer. Si vous étiez une phrase, une maxime, quelque chose qui vous guide dans la vie aujourd'hui? Un carpe diem. Vous voyez toujours le verre comme ça, à moitié plein?
Vous avez toujours été comme ça, je crois. Oui, oui, c'est mon tempérament. Et puis, voilà, la vie est plus douce comme ça aussi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est plus douce comme ça. Si vous étiez un objet, vous seriez lequel? Un objet, une guirlande lumineuse. Hein. Vous savez, celle qu'on met dans les pots, là, puis après, ça brille partout. Vous êtes à votre façon une petite lumière, justement, peut-être pour toutes ces femmes qui aujourd'hui nous regardent, qu'elles soient chez elles ou à l'hôpital, par exemple, et qui ont un cancer du sein ou un autre cancer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que vous avez un message à leur lancer? Là, profitez-en, elles peuvent vous écouter. C'est bretonne. Voilà qu'il faut faire ce qu'on peut. C'est pas mal déjà. Continuer. Faire un pas après l'autre. Vous voyez, toutes ces marches qu'il y a, que ce soit la vantaise, la lorientaise, c'est très symbolique, quoi. Ou il y a même des femmes qui rament ensemble. C'est être ensemble, c'est un pas après l'autre, c'est chaque coup de rame, on avance, quoi. Et voilà, le chemin il est parfois compliqué. Parfois, on a l'impression quand même de reculer un peu. Et même si on fait un pas, et puis parfois, on a cette sensation d'en faire deux en arrière, on en a fait un, et celui qui est fait, là, on a gagné quelque chose. Donc, voilà, aller de l'avant, et puis... Et ne pas s'enfermer. Non, ouais, c'est ça aussi, être ouvert à tout ce qui peut se passer, quoi. Alors justement, ce soir, le professeur Cécile Ben-David tiendra une lecture, hein, c'est ça, dans le cadre d'Octobre Rose. Une lecture publique à Rennes, au quai 13, quai Lamennais. Quai Lamennais à Rennes. C'est un restaurant-bar. Et l'idée, c'est de faire une lecture et de mettre en face le pendant, enfin en tout cas ce que ça veut dire d'un point de vue médical. Et d'ouvrir la discussion après avec l'auditoire. Merci beaucoup Céline Lefebvre-Mille d'avoir été à nos côtés. Et on rappelle le titre de votre ouvrage, Carcinome, ta mère ou Jean-Marie et moi, aux éditions Amalthée. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. À suivre l'édition des régions, puis à 11h20, vous retrouverez Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud et de toute sa bande. De notre côté, sur l'antenne de France 3 Bretagne, l'actualité, ce sera à partir de midi avec Anto Lagade, votre édition en langue bretonne, suivie par votre JT. Alors aujourd'hui, les titres qui seront développés seront les suivants. Le point sur la mobilisation chez les fonctionnaires suite à l'appel à la grève, avec une invitée, Valérie Crochet de la CFDT. Et puis, autre titre, après la mort de Jean Rochefort, réaction à sa disparition, bien entendu, dans notre région. Et on terminera avec une opération de comptage des oiseaux à Édic, dans le Morbihan. Voilà, quant à nous, demain, on se retrouvera pour le best-of, les meilleurs moments de la matinale première saison à 9h50. Et puis jeudi, notre invité fil rouge, ce sera Jean-Pierre Le Goff, le président des faïenceries Henriot de Quimper. Vous savez, le petit bol avec le prénom incontournable, bien entendu. Belle journée à tous. À jeudi en direct. Pour être sûr de faire le bon choix, regardez 9h50 le matin avec les magasins France Literie. France Literie, expert de vos nuits.